Bienvenue dans Tam Tam, le podcast recrutement par celles et ceux qui le font vivre au quotidien. Des épisodes courts, concrets et activables avec des invités au top qui te livrent leurs expériences, méthodes et astuces, le tout pour te faire progresser en recrutement. Recruteuse tech, manager d'équipe, freelance ou encore CEO de boîte recrutement, je vais te faire découvrir des invités que tu ne connais pas encore ou pas assez. Quant à moi, je suis Léo, le créateur de ce podcast. Après 7 ans à recruter dans différentes boîtes et différents pays, j'ai créé Blendy pour aider les recruteuses et recruteurs à passer au niveau supérieur. Ce podcast, il est sponsorisé par Team Tyler, l'ATS qui m'a fait aimer les ATS. Team Tyler, c'est l'outil le plus complet pour gérer son recrutement de A à Z en mettant le paquet sur l'efficience, l'expérience candidat ou encore la marque employeur. En écoutant Tam Tam, tu débloques des avantages exclusifs si tu veux changer d'ATS. Tu retrouveras tout ça en description. Sans plus attendre, place à l'épisode du jour. C'est parti. Bonjour à toi Yacine. Salut Léo. Comment tu vas ? Hyper bien. Hyper bien, ça c'est une bonne réponse. Tu viens de faire 8 minutes de vélo sous la pluie et le froid, il fait 0 degré. Il a pas neigé, il devait neiger aujourd'hui, il a pas neigé. J'aurais préféré qu'il neige parce que du coup ça aurait pas été de la pluie. Et c'est comment le vélo sous la neige ? Franchement c'est ok. À Paris c'est ok. C'est ok, ouais. C'est vrai que ça, après faut pas avoir des roues toutes fines, trop dangereuses. C'est genre les roues de trucs de route là où tu te casses la gueule. Il faut dégonfler un peu tes pneus. Il faut être à 1 bar maximum. Ok, donc pas crever par contre, sinon c'est pas possible. Ça marche moins bien. Ok. Je suis hyper content d'enregistrer avec toi un épisode. Pourquoi ? Parce que du coup, c'est donc quand j'ai eu mon premier CDI, t'étais mon premier boss. Je fais Nouvelle à l'époque, une époque il y a à peu près 744 ans, et c'est très rigolo. En plus, pour la petite anecdote, tu m'avais posé une des pires questions en entretien d'embauche. Est-ce que tu te rappelles de cette question, Yacine ? Je crois que je m'en souviens parce que tu me l'as rappelé il y a pas très longtemps. Je pense que c'était une question de market sizing. Ouais. Tu m'avais demandé le chiffre d'affaires cumulé de tous les salons de coiffure en région parisienne. Ouais. Et j'ai failli partir et claquer la porte. Finalement, j'ai bien fait de pas le faire parce que du coup, c'était une boîte trop chouette que t'as créée. Et ça me rappelle pas mal de bons souvenirs. Faber Nouvelle Data et Média, rue du Faubourg du Temple, 18, je crois. Non, 16. 18, c'est ça. Hein. Ouais, exactement. En face du 17 de nos amis de Faber Nouvelle d'en face. Exactement, d'en face. Et tu sais que j'y suis retourné l'autre jour, ils ont fait une salle de show, de spectacle, je sais plus comment ça s'appelle. Élise m'a invité pour un truc là-bas et du coup je suis retourné dans ces locaux et c'était rigolo. Tu vois, genre je sais pas allé depuis des années. Mais trop cool d'être avec toi aujourd'hui. Tu bosses dans le recrutement maintenant. Et d'ailleurs pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux nous faire une petite intro, 1 minute de qui tu es Yacine et que fais-tu dans la vie ? Ouais, avec plaisir. Donc ça fait... moi je m'appelle Yacine, je suis papa d'une petite Swan qui a presque 2 ans. Et je suis entrepreneur depuis une dizaine d'années à peu près. Et effectivement, la première boîte que j'ai cofondée s'appelle l'Agence Média et on s'est rapproché du groupe Faber Nouvelle. Et c'est là qu'on s'est rencontrés. Et donc moi, j'ai un background plutôt marketing, sales, digital on va dire, parce que j'ai commencé ma carrière chez Google. Et suite à ça, donc j'ai participé, cofondé plusieurs boîtes. Et la dernière en date, effectivement, c'est Solers.io, dont je suis CEO et cofondateur, et qui est nouvellement, donc, qui est mon entrée dans le monde du recrutement. Entrée de plein pied, c'est-à-dire qu'avant, évidemment, en tant qu'entrepreneur, c'est une partie conséquente du job de recruter, mais là, c'est le corps. Tu fais ça, tu respires recrutement, tu manges recrutement, tu bois recrutement. Ouais. Est-ce que tu rêves et tu cauchemars de recrutement ? Est-ce que des fois tu fais des rêves ou des cauchemars à propos du recrutement ou pas du tout ? Non, ça va, c'est bon, tu es en bonne santé psychologique. Après, il y a un biais, c'est que je me rappelle jamais de mes rêves. Ok, d'accord. Je fais partie de cette catégorie. C'est bien. Après, des fois c'est mieux parce que genre en ce moment depuis une semaine, je suis sur une traînée ou une tendance de rêves tout nuls. Genre vraiment, il y en a pas un qui va quoi. C'est juste pas intéressant, tu sais. Genre par exemple cette nuit, j'ai rêvé que je faisais des courses dans un Carrefour. Genre en termes de rêve, genre on est vraiment dans le niveau moins 12 du rêve, c'est inintéressant. C'est vrai que c'est pas génial. Je sais pas ce que ça veut dire sur moi. Si quelqu'un nous écoute et sait interpréter des rêves, dites-moi ce que ça veut dire de faire ses courses chez Carrefour. Yacine, est-ce que tu as une chose que tu aimes dans la vie ? Ouais, il y a un truc que j'aime, c'est le vélo. Et même si ce qui s'est passé aujourd'hui pourrait m'amener à revenir en arrière, mais en réalité le vélo c'est incroyable parce que c'est un truc qui est vraiment sous-coté. C'est-à-dire que c'est un moyen de transport, c'est du sport, c'est un mindset. Quand tu te déplaces en vélo, t'es hyper content. Même si ta journée est horrible à la fin, au moins t'as fait du vélo. Voilà, donc c'est. Après t'as un vélo trop cool aussi, genre un vélo électrique et tout qui va vite. Tu doubles les voitures à Paris ? Non, en fait j'ai plusieurs vélos, effectivement. J'en ai 47, j'ai une collection en fait chez moi. J'ai un hangar à vélo. Mais c'est vrai que, et j'alterne, et vélo électrique, vélo non électrique, et tu peux en faire ton sport, tu peux faire du vélo de route, tu peux faire du VTT, de l'enduro, tu peux faire du DH, donc de la descente.
C'est un champ qui est assez large. Okay. T'es un vrai fan du coup de vélo. Est-ce qu'il y a une chose que tu n'aimes pas dans la vie? Ouais, il y a un truc qui est vraiment difficile et ça marche en perso comme en pro, c'est les gens qui sont oblivious. Alors, j'ai pas trouvé d'équivalent français à ce mot. En gros, c'est les personnes qui ont la capacité de ne pas faire attention à leur environnement. Tu vois, si je devais tu vois, par exemple, t'es en open space, il y a quelqu'un qui fait des calls hyper fort. Avec ses AirPods en criant en italien avec son client, quoi. Par exemple, quelle que soit la langue. Ça m'est arrivé il y a une semaine, sur ça, genre, l'italien qui marchait, qui était là, genre, ah là là là, et genre qui engueulait son client très fort. Ouais, ça fait partie des trucs, tu vois, quelqu'un qui, effectivement, Ok. Voilà. Ok, donc les gens qui font pas du tout attention à ce qu'il y a autour d'eux et qui du coup n'ont pas d'intelligence, on pourrait dire situationnelle, quoi. Exactement. Ouais. Ok. Est-ce que c'est une tradition, est-ce que tu ramènes un objet fétiche? Tous les invités normalement viennent avec un objet. Quel est ton objet, Yacine? Tous les invités normalement, merci de me mettre au banc de cette communauté d'invités. Je te montre du doigt. J'ai pas ramené d'objet. Effectivement, tu m'as proposé de ramener un objet. J'ai réfléchi un peu et c'est vrai que fétiche, enfin, j'ai pas de, j'ai vraiment peu d'attachement au matériel. Ou ton vélo, on pourrait dire, genre que t'as mis ton vélo, même s'il est pas dans la salle d'enregistrement parce qu'il faudrait le monter et tout, mais. C'est vrai, mais il est pas fétiche. Il est pas fétiche. Oui, t'en as plusieurs en plus. En fait, j'adore les objets, je suis pas, j'adore les objets, mais pour ce qu'ils sont capables de te procurer en termes d'expérience, plus que intrinsèquement. Donc, désolé. Je suis très triste et très déçu que tu ne m'aies pas amené un objet. Est-ce que je suis le premier? Du coup, je pense que tu es le premier à te séparer des dictats du matériel. Aujourd'hui, on va parler de tests techniques, rien à voir avec les vélos, quoique tu peux faire passer tes vélos Decathlon à un test technique pour voir s'ils roulent encore et les modifier. Beau placement de produit Decathlon qui ne sponsorise pas cet épisode. On va parler de ça en deux parties. La première, c'est vraiment plutôt un truc général sur comment est-ce que tu fais pour attirer les candidats. Aujourd'hui, tu as plein de gens qui te disent je comprends pas, j'arrive pas à attirer des candidats tech, donc on parle vraiment de candidats tech, mais c'est valable pour des candidats en général parce qu'on va parler de choses assez générales comme comment tu fais une bonne annonce, comment du coup tu parles d'avantages salariés, ce qui s'applique à tous les types de recrutement, avec vraiment quand même un petit focal sur les recrutements tech. Et dans une deuxième partie, on parlera du coup des tests, de l'évaluation. C'est un peu souvent le sujet qui revient tout le temps, c'est comment tu évalues des candidats tech. Autant tu peux évaluer des candidats sur des métiers que tu connais plus parce que tu les maîtrises, tu sais comment faire, mais les candidats tech, chacun arrive à sa méthode, bonne comme mauvaise. Et donc on va voir ça ensemble. Mais d'abord, question bête, qu'est-ce qui plaît aux candidats tech aujourd'hui? Alors, il y a un certain nombre de variables qui vont permettre de, tu vois, si on transforme ta question en KPI, et si on se dit le KPI c'est nombre de candidatures, parce que c'est un peu le message. Dans nombre de candidatures, on pourrait le découper en deux sous-éléments qui seraient nombre de personnes qui accèdent à ton offre et qui la lisent, et nombre de personnes qui transforment de j'ai vu l'offre à je candidate. Et c'est deux choses sur lesquelles on peut agir de manière distincte. Et typiquement, sur la première catégorie, il y a beaucoup de travail et c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Et typiquement, c'est de se dire j'ai de la marque employeur, de la brand awareness, la réputation de ma boîte, Glassdoor, etc., etc. Il y a un millier de choses qui vont faire que les gens la manière dont je distribue les offres. Donc typiquement, est-ce que quels sont les job boards sur lesquels je vais être présent, la manière dont je vais aller reach out sur LinkedIn, n'importe quoi. Il y a tout un tas de variables qui vont générer du trafic entre guillemets, qui vont faire que les gens arrivent sur ton offre. Et ensuite, je pense que l'élément le plus intéressant là, dans cette conversation, c'est peut-être la manière dont nous, on va être capable de transformer et faire en sorte que les gens qui ont accédé à notre offre soient intéressés. Et là, je pense qu'il y a un truc qui, pour moi, est le plus important, c'est l'exhaustivité des informations. Et donc, typiquement, quand tu as un candidat tech, et c'est vrai que ça marche encore plus, je pense, pour les candidats tech, en gros, l'enjeu, c'est pour un candidat de réussir à prendre la décision la plus éclairée pour rentrer dans un process. Et rentrer dans un process, c'est coûteux pour tout le monde. Et le faire avec le plus d'informations upfront avant de démarrer l'investissement temps, c'est un truc hyper important. Et donc, il y a deux variables là-dessus, en fait. Le premier truc, c'est tu te dis, voilà tous les éléments que j'ai à ma disposition, je peux prendre cette décision, ça m'intéresse. Et l'autre, c'est le message que renvoie une offre exhaustive, parce que ça montre l'implication que le recruteur a mis ou que l'entreprise met dans le fait l'investissement quoi, dans ce sujet. Donc, ça, c'est un premier truc qui est assez intéressant. Et ensuite, ce qu'on constate, et encore une fois, c'est vrai que ça peut s'appliquer à d'autres types de candidats, mais c'est le fait d'avoir des process courts. C'est quoi court pour toi? Alors, tu as deux types de courtesse. Tu as dans le temps et dans l'intensité. Combien tu as d'échanges? Je pense que 4, c'est un grand max.
4 échanges, including la partie screening. Et ensuite, si tu arrives à faire ça, en fait, c'est un avantage compétitif. C'est-à-dire que tu es dans un marché. Si c'est un super candidat qui est dans 3 process en même temps, que toi, tu es le premier à lui faire une offre, en fait, tu as 2 éléments. Déjà, il est content parce que l'offre est plus rapide, etc. Et en plus, encore une fois, ça envoie un message. Sur la partie méta. C'est la confiance. Ouais, et ça envoie vraiment un message de c'est une entreprise qui est efficace, c'est une entreprise qui va vite, qui est pas en train de voilà. Donc voilà, la rapidité des process et ensuite ça c'est un truc on a fait une étude là-dessus récemment et c'est resté vraiment majeur. C'est la partie remote quoi. Systématiquement, ça c'est un truc qui est extrêmement plébiscité, même si la situation actuelle du marché fait que beaucoup de candidats sont OK pour accepter des offres sur le remote, là où l'année dernière ils étaient t'as des stats là-dessus, c'est quoi l'impact, par exemple tu mets un job soit en remote partiel ou en remote full remote, c'est quoi l'impact en termes de nombre de candidatures ou autre Ouais, on a fait des A/B tests où en gros on fait un bon x2 en termes de candidature si jamais tu mets c'est du full remote full remote. Okay, d'accord. En fait, l'impact du not full remote il est largement moindre bien sûr parce que ça permet pas d'aller habiter ailleurs globalement et c'est ça voilà. Ok, trop bien. Donc tu fais des offres hyper exhaustives, tu fais des process courts, efficaces, et du coup t'as ce côté remote qui marche bien. Et en effet, comme tu l'as dit, ça marche pour tous les jobs aujourd'hui. Après, il y a des jobs où c'est plus compliqué de les faire en remote. Je sais pas, un commercial itinérant, tu peux pas. Enfin, t'es en remote par définition parce que du coup t'es jamais dans tes bureaux, mais tu dois être sur une même zone. Tu vois, hier j'étais dans un client qui a des techniciens d'installation pour faire de la fibre optique, etc. Bah t'as pas de remote, genre juste t'es là et tu creuses des trous et tu mets les fils dedans et t'as pas le choix tu peux faire ça à distance depuis ton PC. Structurellement. Pas encore. Un jour, tu pourras commander des humanoïdes qui font ça à ta place, mais je pense qu'on a encore des années devant nous. Tu parlais du coup d'annonces. C'est un truc qui souvent est un truc qui marche jamais. Il y a beaucoup de gens qui critiquent les annonces. Beaucoup de gens disent les annonces sont mortes, nanana, il faut faire de la chasse, il faut faire de la marque employeur parce que les annonces ça sert à rien. Qu'est-ce que tu penses des annonces et en général et c'est quoi pour toi une bonne annonce? Qu'est-ce que tu remarques du coup chez tes clients qui ont le plus de succès sur les annonces qu'ils vont faire? En fait, je pense qu'on peut pas opposer la chasse ou la marque employeur aux annonces. Les annonces, en fait, c'est un élément dans le funnel de conversion qui reste essentiel. T'as 2 choses, encore une fois, comme tout à l'heure. En fait, t'as la forme de l'annonce et le fond de l'annonce. La forme, elle met en confiance, le fait que ce soit chiadé, le fait que ça c'est un truc qui est hyper intéressant, ça te montre, c'est vraiment un reflet. Et ensuite, dans le fond, en fait, c'est pareil que tout à l'heure. Je veux dire un truc qui est proche, c'est l'exhaustivité. Ouais. Et même un peu plus loin, la transparence. C'est-à-dire que si tu avais un truc à retenir, c'est vraiment ça. Tu fais l'annonce la plus transparente possible. Des fois, tu peux pas. Il y a des choses, tu peux avoir des contraintes. Ton manager est un gros con. Oui, ça. Quoi? Ça, ouais, exactement. Tu vas pas avoir le meilleur deal en termes de manager. Par contre, tu seras mal payé. Cool. Ouais. mais en fait, pourquoi c'est magique? Parce que plus tu dis de choses vraies, plus tu vas t'éviter des problèmes dans les étapes suivantes. Parce que en fait, tu finis toujours par le payer. Et quand je dis étapes suivantes, évidemment, c'est les gens peuvent se rendre compte de la supercherie pendant les entretiens. Parfois, ils vont se rendre compte à la fin et ils vont refuser ton offre. Voire, ils vont se barrer au bout de 2 mois. Et du coup, ton early churn, il explose. Et en fait, t'as rien gagné dans l'histoire. Donc, vraiment la transparence la plus importante possible. Dedans, là, tu mets, si tu peux mettre le salaire, évidemment, tu le mets. C'est un truc qui marche hyper bien. Typiquement, c'est un des feedbacks c'est un des trucs les plus simples à avoir comme feedback positif. Mais le problème, c'est que ça dépend aussi de l'organisation. Est-ce que tu es dans une organisation qui est prête à livrer ce salaire, etc. Et ça, après, tu peux juste mettre une fourchette à définition, à défaut, et ça suffit amplement. Tout à fait. Et tu vois, c'est ce que je répète encore hier, mais dans 2 ans, de toute façon, tu seras, en 2025, 26, tu seras obligé de mettre en place la transparence salariale. T'as une directive européenne, et du coup, soit tu fais ça dès maintenant et t'es un pionnier, soit du coup t'attends et t'es un follower. Personne ne veut être un follower. Très juste. Non, t'as raison. Tu peux faire ce truc c'est un bon type, ça, de faire une grille. Ouais. En fait, qui permet même aux gens de simuler eux-mêmes l'état dans lequel ils se retrouveront. C'est vrai que c'est un bon truc. On mettra en description 2 articles. C'était une table ronde avec Tim Tyler sur comment tu mets en place une grille de salaire efficace avec les boss du game que sont Camille Goni, Déborah Ripple de chez Zephyr et Virgile Ringard. Ringard, c'est mieux. Je crois qu'il y a Virgile Ringard. Ouais, Virgile Ringard, big boss aussi de ces sujets-là, des salaires. Les 3, du coup, on a résumé ce qu'ils ont dit et c'est un article en 2 temps, donc en 2 articles sur comment tu crées une grille de salaire. Ça peut aider du coup les gens qui nous écoutent.
D'autres choses sur les annonces qui marchent bien. Tu disais être exhaustif. Il y a beaucoup de gens qui disent une annonce longue ne marche pas, où il y a trop de choses. Qu'est-ce que tu penses de ça? C'est soit une objection qu'on me dit, ouais, mais tu comprends, une annonce qui fait plus de 2 pages, c'est dur à lire. Ouais, c'est un très bon point parce que en fait tu veux être lisible par tout le monde. Et en fait, c'est un peu comme, tu sais, quand tu fais une presse, tu sais pas à qui tu t'adresses, t'as envie d'avoir les 2 couches, un peu le TLDR et après t'as le truc. Ouais. Donc, TLDR, c'est Too Long Didn't Read, c'est un peu une sorte de chapeau introductif pour les gens qui, comme toi, ne sont pas fluents en anglais. Ouais, non, tout à fait. Fluent en abréviation. Exactement, le start-upper. Ce qu'on préconise là-dessus, c'est d'avoir cette possibilité, effectivement, tu résumes vraiment la totalité pour quelqu'un qui veut juste se faire une première idée, et puis ensuite tu rentres dans les détails, et il faut que ce soit idéalement une annonce où tu peux naviguer, qui est hyper bien structurée, t'évites un énorme bloc de texte dans lequel les gens peuvent pas comprendre, et bien sûr. tu fais du chapitrage clair. Donc oui, en fait, exhaustif et ne veut pas dire effectivement court, enfin voilà, il faut que ce soit organisé. Bien sûr. Et tu as des annonces qui sont très, très longues. Typiquement, une personne qui s'appelle Shirley Almosini, je sais pas si tu connais, qui est agent de carrière tech sur son site Build RH, qu'on mettra aussi en description. Elle fait des annonces très, 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 très longues. Genre vraiment, je pense, tu pourras aller voir, tu n'as jamais vu une annonce aussi longue de ta vie. Mais par contre, les candidats qui voient se projettent à 400%. Parce que du coup, ils ont tout sur la tech, sur le contexte qui est vraiment très, très, très. En fait, chaque sujet est traité avec beaucoup de détails. Et du coup, ça marche bien son business. Les candidats adorent parce qu'en fait, ils vont prendre juste ce qui t'intéresse. T'en as qui vont être intéressés par la boîte, par le business, d'autres par la tech, d'autres par les collègues, etc., etc. Chacun y trouve son compte et c'est très très long, mais c'est ok, les gens lisent quand même. Dis-moi. Non, mais c'est vrai que plus c'est long, plus tu as de chances d'avoir un repoussoir aussi, qui est un truc hyper important dans lequel tu arrives à te débarrasser et à débarrasser les candidats de ce truc qui ne les intéresse pas. De ouf. Et donc c'est ok. Et je sais plus quel jour avait fait une stat en disant qu'en fait les annonces plus longues ça marchait mieux. Moi tous les clients nous conforment quand ils changent d'annonce, ils les allongent et ça marche beaucoup mieux. Ils ont plus de candidatures pertinentes. Parce qu'en plus de candidatures on s'en fiche, mais plus de candidatures pertinentes c'est ce qui va compter. Et comme tu dis ça fait côté repoussoir. Et toi tu mets une partie c'est pour toi si, pas pour toi si. Là du coup les gens t'as beaucoup de moins de gens qui postulent et notamment les touristes qui viennent candidater. Autre sujet que je voulais apporter avec toi qui est important pour les candidats en général mais plutôt pour les candidats tech, c'est les avantages salariés. T'en penses quoi? C'est bien, pas bien? En fait, je sais même pas si on peut poser la question comme ça, parce qu'en réalité, c'est quoi? Est-ce que je mets en place des avantages salariés pour attirer plus de candidats? Comment t'en parles en tout cas? Ou est-ce que je mets en exergue dans les annonces moi je trouve que de ce qu'on a observé, même si on n'a pas fait d'études spécifiques là-dessus, ça n'a pas un impact complètement incroyable. C'est pas néanmoins quand il y en a, je pense que c'est bien, surtout quand c'est des avantages un peu spécifiques. J'ai vu des annonces dans lesquelles il y avait des choses un peu exotiques. Ouais, plus que la mutuelle ou exactement. Petit resto, quoi. Exactement. Et quand c'est le cas, évidemment, il faut les mettre. Et surtout, c'est pas mal de les illustrer avec des espèces de testis, un peu comme sur un produit, tu vois, en disant... Testimony, un témoignage. Absolument, ouais. Des témoignages. Et tu vois, typiquement, un exemple de choses dont pas mal de gens parlent, et c'est par exemple la semaine de 4 jours. La semaine de 4 jours, c'est pas si répandu que ça, néanmoins. Et en plus, il y a beaucoup de variantes de la semaine de 4 jours. T'en as, c'est juste, tu fais 40 heures en 4 jours, quoi, et là, t'as pas envie. Exactement, tu fais 40 heures en 4 jours. Il y en a qui disent, on fait la semaine de 4 jours, et en fait, c'est semaine de 4 jours pour les parents pendant 3 mois. Enfin, tu vois, il y a plein de trucs. Comme le télétravail, hein. Comme le télétravail. T'as le droit au télétravail si t'as un colis qui arrive. Ouais, c'est ça. Et il faut que tu prouves que tu as eu un colis et que tu envoies la facture. Tu fasses un screenshot de ton truc Colissimo, quoi. Tu photographies le livreur avec un journal. Monsieur, ne vous inquiétez pas, c'est pour la preuve. Avec le journal du jour. Sache que... et donc, c'est vrai que ce truc-là, ce qui est pas mal, c'est de le détailler et de faire des testimoniaux de salariés qui sont satisfaits de la manière dont ils le vivent, etc. Mais tu démontres ton avantage. Mais c'est pareil pour n'importe quoi dans l'annonce. Par exemple, si tu dis on a une bonne ambiance dans l'équipe, bah boum, tu mets un lien vers une vidéo avec des gens qui viennent parler de tout ça. Et c'est pas juste tu déclares les choses, c'est tu montres, tu donnes des exemples concrets. Ouais. Et donc quand tu parles d'exhaustif et de transparence, ça rejoint ça. Et c'est en fait, genre t'as un truc, je sais plus la phrase exacte, mais en gros du coup, faut que tu montres ce que tu déclares. C'est pas juste je dis un truc. Tu vois typiquement, t'as beaucoup d'hommes et de femmes politiques qui disent des choses et qui les font jamais. Du coup là, c'est tu dis les choses et tu les fais et tu montres que tu les fais, que tu les as fait ou que t'es en train de les faire. Parce que juste que tu vas les faire, ça marche pas. Et donc du coup, t'es honnête et là-dessus tu montres, comme tu dis, des témoignages de salariés qui montrent en fait c'est la vraie vie, quoi. Et il faut pas que tu sentes par contre qu'ils ont genre un fil sur la tempe, tu vois, en mode genre dis que c'est bien chez nous. Oui, c'est le sourire un peu gêné avec la transpi, la goutte de transpi. Exactement. C'est génial chez nous. Oui, j'aime bien être là. Je suis hyper content. Tout à fait. Je suis très satisfait. Dernière question là-dessus, après on parlera au test. Est-ce que tu as des conseils du coup en général à donner à des boîtes pour attirer des candidats et des candidates? Beaucoup de gens rêvent de ne plus faire de sourcing, de plus aller chercher les candidats et qui viennent à eux. Et c'est quoi pour toi les astuces que tu donnes à des boîtes qui nous écoutent par ce que tu pourrais voir en général ou chez tes clients?
En fait, c'est pareil que ce qu'on disait tout à l'heure. Tu as 2 étapes là-dedans. Ce que tu veux, tu l'as très bien écrit, c'est avoir un nombre en valeur absolue de candidatures pertinentes. Et en fait, tu pourrais te dire, en fait, je m'en fiche de savoir combien il y a de gens qui ont postulé, combien il y a de gens qui ont postulé mais qui sont pas pertinents, combien il y a de gens qui ont vu mon annonce. Tout ça, c'est des KPI intermédiaires qui doivent t'amener à ton KPI final qui est combien de personnes pertinentes ont postulé. Et pour ça, en fait, je pense que le mieux, c'est de réussir à avoir une idée claire de ce que tu veux et donc te faire un peu Enfin, ça, c'est un truc qu'on a emprunté au product. Et en fait, c'est très proche. Hein. Je pense, toi, tu as beaucoup clamé le fait que le recrutement, c'était en fait un agrégat intelligent. Tu peux t'inspirer du produit, ouais, tout à fait. Plein de choses. Donc, le produit, le sales, la growth, etc., etc. Et donc là, sur la partie product, tu te dis, OK, j'arrive pas à attirer les candidats que je veux. Qui sont les candidats que je veux? Et tu prends ce persona, cet ICP, ce Ideal Candidate Profile, et tu vas parler à des candidats qui ressemblent à ceux que tu veux avoir sans être en train d'essayer de les recruter. Tu leur dis hello, est-ce qu'on peut discuter? Voilà, et t'expliques le projet, et tu leur montres tes annonces, tu leur montres les jobs, tu leur dis qu'est-ce que t'en penses, dans quelles conditions tu accepterais, qu'est-ce qui ferait que tu répondrais, etc., etc. Et une fois que tu as fait cette espèce de user research orienté candidat, en fait, c'est extrêmement enrichissant parce que déjà tu vas peut-être comprendre comment les attirer et il n'est pas impossible que tu te rendes compte que en fait ces gens-là ne te sont pas accessibles, c'est pas pour toi et tu vas arrêter de te battre en essayant de varier des trucs à droite à gauche sans voilà. Tu vas juste te dire ok, je vais changer de cible ou alors je vais changer mon approche ou alors je vais changer mon salaire, mon process, etc. Donc ça c'est un type j'ai quasiment jamais vu faire et qui est pourtant hyper puissant. Là-dessus, je recommande d'écouter le podcast avec Carole David qu'on a fait je crois que c'est le podcast 4 ou 5, je l'ai plus de tête, qui du coup parle de ça. Et en fait, Carole, elle explique que pour faire une expérience candidat idéale, il faut d'abord que tu connaisses justement ton candidat et que tu fasses du coup de la recherche utilisateur, comme ce dont tu parlais. Et par rapport à ça, du coup, tu fais un process qui correspond à tes candidats et pas l'inverse. C'est pareil, par exemple, pour la marque employeur, tu vois, je dis toujours qu'il faut d'abord demander à tes salariés actuels et à tes candidats c'est quoi ce qu'ils attendent d'un point de vue marque employeur plutôt que de la décider comme ça dans un comex. Allez hop, on fait 3-4 valeurs, bienveillance, teamwork et puis work hard, play hard. On met ça sur un mur, on fait des goodies et puis basta. Non, tu demandes aux gens ce qu'ils veulent. T'as raison. Et d'ailleurs, ça me rappelle l'histoire des avantages salariés. C'est pareil. En fait, c'est un truc où il y a plein de fois où c'est fait sans aller parler à tes utilisateurs principaux qui sont les gens qui sont déjà tes collègues. Ouais. Et il faut leur demander ce qu'ils apprécient. Il y a des fois, toi, tu t'es, en tant que chef d'entreprise, tu t'es vraiment, t'as mouillé le maillot pour aller choper des trucs qui, en fait, tout le monde s'en fout. Ouais, bien sûr. Et limite, tu en veux aux gens de pas être hyper contents d'avoir ce baby-foot, il m'a coûté 3000 balles, il est trop quali et tout. Ça les jouer maintenant, hein. Quoi? Ouais, c'est ça. Ok. Non, je comprends. C'est là-dessus, on avait fait un truc quand j'étais chez Clearup, c'est que j'avais fait voter les salariés sur l'avantage salarié. En fait, on était au tout début de la boîte, donc c'est intéressant de faire ça quand il y en a pas encore. Il y avait littéralement rien à part les obligatoires, et du coup, j'ai mis une liste de 10, et ils devaient classer de 1 à 10 ce qui était important pour eux. Et à la fin, c'était flagrant, ce qui revenait en premier. Du coup, c'était typiquement une mutuelle remboursée à 100%, plus que 50%. Ça a un impact monétaire pour toute la famille, tu vois. Donc, du coup, tu vas avoir genre 4 enfants, et du coup, avoir un gain énorme sur un mois de trucs que t'as pas à payer. Et en dernier, t'avais des trucs genre abonnement Spotify, abonnement Netflix, tout le monde s'en fout, en fait. En plus, c'est quoi? C'est genre 10 € par mois, ça sert pas à grand chose. Ouais. Et des trucs un peu genre, comme tu disais, genre le côté baby-foot, etc., tout le monde s'en fichait. Par contre, un truc qui arrivait en 2 aussi, le deuxième, c'était un congé parental allongé pour tout le monde, homme comme femme. Et ça, du coup, c'était trop bien. Et donc, c'est ce que les deux qu'on avait mis en place, c'est on rembourse le mutuel à 100%. Et en fait, on leur avait dit, les deux qui arriveront en tête, ce sera impliqué peu importe ce qui se passe. Et du coup, c'était génial. Et en fait, les gens se disent, ah ouais, trop bien, j'ai choisi mon avantage salarié. Et ça, c'est génial. Ouais, c'est parfait. Trop bien. Une fois qu'on a les candidats, qu'on a réussi à les attirer, il y a un truc qui est hyper compliqué, c'est les évaluer. Alors, on a des entretiens d'embauche, on a plein de méthodes pour évaluer les gens. Là, on a envie de parler d'évaluation en général avant de rentrer dans les tests techniques qui concernent les techs. Toi, au global, c'est quoi les bonnes et les mauvaises manières, selon toi, d'évaluer des candidats? T'as fait beaucoup d'entretiens, je pense, dans ta vie en tant qu'entrepreneur, et aujourd'hui, du coup, t'as plein de clients qui font ça. C'est quoi les bonnes et les mauvaises manières d'évaluer les gens? Mauvaises étant, par exemple, la graphologie ou l'astrologie, à moins que tu fasses ça. Le tarot, tu fais le tarot? Non, mais en fait, il faut leur demander quel est le chiffre d'affaires des coiffeurs en Ile-de-France. Ouais, c'est vraiment les meilleurs moyens de... ça marche. Tu les closes à 100%. Ouais, mais c'est quoi les bonnes et mauvaises manières? Alors, tu les classes. La pire réponse, quel enfer. En fait, franchement, c'est un sujet qui est hyper important parce que c'est comment est-ce que tu te départis de tous tes
tes biais, conscients ou inconscients. Enfin, tu connais le truc, la plupart des gens, quand il n'y a pas ou bien de scorecard, ou quand il n'y a pas de test, en fait, ce que tu fais, c'est que tu veux, j'ai bien senti, franchement, les gens qui te ressemblent. Exactement. Ce qu'il faut faire là-dessus, c'est avoir l'info la plus exhaustive possible sur quelle est la qualité que tu projettes sur ces personnes, avoir un niveau de trust hyper fort là-dessus, et en même temps ne pas entraver le process. Parce que si jamais tu fais ça de manière trop forte, en fait, tu pourrais faire passer des tests, des entretiens, des trucs pendant 1 an. Ouais. Tu vois, si on pousse le truc. Donc, comment est-ce que tu fais pour trouver cet équilibre? Donc, il faut trouver les choses les plus efficientes pour le faire. Et donc, la réponse, elle va vachement dépendre de la typologie de job. Mais tu vois, par exemple, les gens sont plus enclins à s'impliquer dans un process qui leur demande pas du taf en plus de ce qu'ils ont déjà fait. Donc, par exemple, essayer de s'appuyer sur des choses qui ont déjà été effectuées. Je donne un exemple, quelqu'un qu'on a recruté, à qui on a proposé de choisir ce dont il voulait nous parler, et en le laissant estimer la manière dont cette chose-là pouvait illustrer le job. Ça s'est hyper bien passé, c'était hyper pertinent. Donc, oui, ça évite de créer un truc de toute pièce. Il y a forcément, en plus, la plupart, si tu parles de développeurs, de profil tech, ils ont des GitHub remplis de code qu'ils ont déjà créé, et du coup, au regard de ça, tu peux comparer entre ton actuel et ce qu'ils ont déjà fait. Oui, ça c'est effectivement pour les développeurs, je pense qu'il y a la chance qu'on a avec les développeurs, c'est qu'il y a beaucoup de matière dont on peut pareil pour des graphistes, pour des designers, des gens qui ont des portfolios en ligne, t'as plein de métiers comme ça, des gens qui font de la com, souvent ils ont ça aussi. Tous les gens qui ont, de manière générale, créé des choses sur Intranet, il y a forcément une trace. Tu pourrais l'avoir faire quelqu'un, je sais pas, tu recrutes des créateurs, des créateuses de contenu pour une marque, j'en sais rien, des vêtements, peu importe, tu peux voir ce qu'ils ont déjà fait, tu regardes leur Instagram, etc. Il y a des gens qui ont des traces sur Internet, d'autres pas du tout, quoi. Absolument. En fait, si je devais résumer cette partie, donc en dehors des devs, parce que pour les devs c'est vraiment spécifique, mais c'est au lieu de demander à la personne de créer quelque chose, récupérer quelque chose qu'elle a déjà créé et construire l'interaction par-dessus ce qu'elle a déjà créé. Et c'est beaucoup plus intéressant, et tu peux aller beaucoup plus loin. Et de toute façon, alors, d'un point de vue scientifique, c'est de la science molle, le recrutement, donc c'est compliqué, mais je sais pas si tu as des méta-analyses qui ont été faites du coup sur les méthodes d'évaluation, et typiquement ce que tu parles là s'appelle un échantillon de travail, le terme exact et académique, et du coup c'est une des meilleures manières d'évaluer de toute façon en termes de prédiction des performances futures, l'échantillon de travail étant du coup dur à falsifier et vraiment est lié à ce que la personne peut produire, ce qui est le but, quel travail tu vas vraiment délivrer, c'est une des meilleures méthodes. En plus d'entretiens structurés et de certains tests en particulier, l'échantillon de travail, c'est ce qu'il y a de mieux en fait. C'est vrai, parce que c'est beaucoup plus proche théoriquement des conditions réelles dans lesquelles la personne travaille daily, mais il y a un seul truc qui est un peu frustrant là-dessus pour les recruteurs, c'est que tu ne maîtrises pas vraiment les conditions dans lesquelles la personne l'a fait. Est-ce qu'elle l'a fait en 10 heures, est-ce qu'elle l'a fait en 8 jours, etc. Mais en échangeant, en général, tu arrives à reconstituer le truc. Exactement. Donc là, on est sur le général. Côté, je dirais, comment tu vas évaluer des profils tech, c'est quoi, selon toi, les différentes manières d'évaluer des profils tech? C'est les différents types de tests que tu peux faire, ou même genre, ne pas en faire, ça reste une manière d'évaluer. Je ne vais pas faire de test, je ne fais rien, je lui parle. Ouais, non. En fait, c'est... Alors, ce qu'on a observé, ce qui existe sur le marché, globalement, tu as 4 grandes manières de le faire. Il y a des entreprises qui font pas de tests. Pas du tout. Comment ils évaluent du coup ces boîtes-là? Alors, ce que tu vois. Ce qui est intéressant, c'est d'essayer de comprendre pourquoi ils font pas de tests. Et du coup, t'as pas il y a une distribution qui est en U. C'est-à-dire que il y a 2 raisons pour lesquelles ils le font pas. Il y en a une qui est que ils savent pas faire. Ils ont pas assez de tech in-house. Ils comprennent pas. Ils ont pas un niveau un niveau de tech assez avancé pour construire ou choisir des tests. Et il y en a d'autres, et c'est assez marrant, ils le font parce qu'ils ont pas envie d'entraver justement le funnel de conversion des candidats. C'est de moins en moins le cas, mais il y a eu une période que tu connais où c'était vraiment quasiment très 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 difficile d'aller recruter des devs, et donc du coup ils se disaient j'ai pas envie de trop les déranger, et c'est assez marrant parce que du coup ça avait souvent l'effet inverse, c'était un repoussoir pour les devs pas trop mauvais, parce qu'ils se disaient en fait le truc est pas sérieux. Donc ça, c'est les gens qui font pas du tout de tests. Ensuite t'as des personnes qui utilisent des tests du marché. Donc on va parler de Coding Game, HackerRank, TripleByte, CoderByte, etc. Qui est une approche assez intéressante. Il y a un défaut qui revient quasi systématiquement dans les feedbacks des candidats là-dessus, c'est je passe mon temps à faire des tests
générique Pour 12 000 boîtes. pour 12 000 boîtes et je fais autant de tests qu'il y a de process, ça me rend fou. Et une des conséquences de ça, dans notre user research, on a ressorti un chiffre qui est assez intéressant, c'est qu'en moyenne, les candidats ils rentrent dans 8 process, candidats dev. Donc ils font 8 tests minimum potentiellement, quoi. En fait, non, ils en drop 5, notamment à cause des tests, parce qu'il faut un arbitrage à un moment. Et donc, on te dit genre c'est le moment de faire un test et genre ils vont garder que les boîtes qu'ils préfèrent, quoi. C'est là qu'ils arbitrent, exactement. Et c'est dommage, bien sûr, parce que y a des opportunités ratées de manière évidente. Donc ça c'est un truc. Et puis l'autre truc qui est reproché, c'est beaucoup la partie c'est beaucoup de l'algorithmie. Et le problème des tests algorithmiques, c'est qu'ils vont favoriser des juniors ou des personnes particulièrement qui aiment les maths, tu vois, par exemple. On fait des écoles d'ingé à un cursus 5 ans, là où quelqu'un qui est en reconversion, il leur a fait des trucs beaucoup plus pratiques et pas d'algorithmie, quoi. Et typiquement, il y a ça, même si tu fais quand même pas mal d'algorithmie dans les bootcamps, mais c'est vrai que t'es moins... T'as pas le même niveau, t'as que 3 mois d'XP, pas 5 ans. Et puis quand t'as fait une prépa, et que, voilà, les maths, c'est un truc... Mais c'est vrai que même pour 2 personnes qui ont fait le même cursus, mais il y en a une qui a 10 ans d'expérience, vraiment ça remonte, tu vois. Et il y a une partie un peu hands-on, un peu frustrante. Donc ça c'est ce qui revient beaucoup dans les Reddit et dans tous les feedbacks. Donc 1, t'as pas de test, 2, t'as des tests en ligne sur des sites qui font ça. Quoi d'autre? Et ensuite t'as une troisième possibilité, c'est toutes les personnes qui vont faire des tests ad hoc. Et qui sont des tests très spécifiques à leurs entreprises. Et là, t'as 2 raisons pour lesquelles ils le font. Ou bien ils le font parce qu'ils n'ont pas trop réfléchi, ils se sont dit, on doit recruter, on va créer un test. Et voilà. Ou alors une deuxième possibilité, c'est que ils ont des spécificités hyper fortes. Et ils ont vraiment besoin de valider des éléments que quasiment personne d'autre comme test ne permet de valider. Genre un langage de programmation très peu connu, par exemple, où du coup il n'y a pas de test en ligne qui existe, ou juste dans leur manière d'utiliser ça va être différent. Je sais pas s'ils sont sur, j'en sais rien, de la biochimie moléculaire, un truc comme ça, t'as pas de test en ligne, quoi. Ouais, ça. En fait, en général, ils estiment que tu peux pas avoir de proxy dans les tests qui sont sur le marché qui leur permettent de tester ça. Donc par exemple, tu vas croiser plusieurs variables, par exemple, je dis des bêtises, mais grosse volumétrie de données, besoin de les gérer de manière rapide et en même temps un truc du type il faut qu'il y ait de la haute disponibilité. Ouais, je dis des conneries, mais ce genre de croisement un peu spécifique. Et en fait, ceux-là, il y a plusieurs cas de figure aussi. T'as un premier cas de figure qui est ils sont satisfaits, mais il y a des coûts qui sont très forts. Exemple, il faut corriger à la main. Et ça c'est une catastrophe, ça c'est le truc qu'il faut absolument c'est pas scalable du coup, si t'as une grosse volume de recrutement c'est compliqué. C'est terrible, en fait ça te met toujours un roadblock dans le parcours. Le lead dev doit passer du temps à corriger, en fait il le fait pas parce que c'est pas sa priorité et en fait tu perds des candidats parce que t'as pas été assez rapide. Et c'est du temps qui passe pas potentiellement à sourcer ou du temps en entretien et du coup c'est pas agréable, ou même faire son boulot, hein. Moi j'ai plein des fois de managers tech pour que je recrutais qui me disent en fait j'en ai marre de corriger des tests, mon job c'est faire du code, c'est pas de corriger du code des autres. C'est vrai. Exactement. Et l'autre downside potentiel de ça, c'est que c'est pas ton job, t'en as pas fait 20 et en fait ils ont fuité sur GitHub depuis très longtemps. Ouais, bien sûr. Et dès qu'un candidat sait qu'il va postuler chez toi, il va aller regarder. Des communautés entre dev. Ouais. Ok. Trop bien. Donc du coup, 1, t'as pas de test, 2, des tests en ligne, 3, des tests maison. Est-ce qu'il y a une quatrième méthode que tu vois Ouais, il y a une méthode qui est pas toujours une méthode à elle seule et qui parfois est compatible avec les autres. D'accord. Et qui est hyper intéressante, c'est le fait de faire passer de faire du peer coding par exemple, de faire ce qu'on appelle un assessment bidirectionnel dans lequel toi tu assesses le candidat t'assesse aussi, et pour lui c'est une source d'information hyper valuable. Ouais. Ça c'est génial parce que tu peux déterminer plein d'autres choses évidemment que juste est-ce que la personne est capable de résoudre telle fonction, d'utiliser telle fonction pour résoudre tel problème. Ouais, c'est du soft skills, la collaboration, la curiosité, etc. Exactement. Un des problèmes de ça, c'est que c'est très coûteux. Tu vas prendre quelqu'un de ton équipe pendant 2 à 8 heures. En général, c'est plutôt 2 à 4 heures. Et tu vas le mettre avec la personne. Et donc, il faut le faire, mais il faut pas le faire avec tout le monde. Il faut avoir une capacité. En fin de process, quoi, sur les 2-3 top candidats, quoi. Exactement. Et il faut avoir sélectionné par ailleurs par d'autres manières. Ok, trop bien. Donc, on a fait le tour de 4. Tu dis quoi, avant que tu me dises, toi, ton avis et ce que tu recommandes en termes de process, tu dis quoi à chacune des boîtes qui font ça? Par exemple, tu dis quoi? C'est quoi ton message? Tu dis quoi? C'est quoi ton message pour les gens qui font pas de test? C'est de faire des tests. Waouh. Non, tu peux pas. Tu disais quoi sur tu parlais d'obviousness, pas de obviousness. Ok, donc les gens qui font pas de test, tu leur dis d'en mettre en place un des 3 autres, du coup, potentiellement, on en parlera après. En fait, si jamais tu fais pas de test, c'est simple, tu vas t'appuyer sur des choses qui sont injustes.
Tu vois, le diplôme, l'expérience, le type de boîte. Exactement. Et en fait, c'est vraiment comme ça que ça marche aujourd'hui. C'est les recruteurs qui n'ont pas accès à des tests, ils vont se dire, ok, je vais inférer à partir d'éléments qui sont le diplôme et par exemple l'expérience précédente, tu vois, la qualité potentielle de ce candidat. C'est faux en fait. Ok, donc de mettre en place des tests pour être du coup plus objectif et efficace dans tout ça. Les gens qui font des tests sur des sites du style les coding games, etc., tu dis quoi à ces gens-là? En fait, de manière générale, je pense que le mélange qui nous semble pas mal, globalement, c'est fait des tests qui sont des tests de screening les plus pertinents possibles et néanmoins les moins coûteux possibles. Et la manière de faire ces tests de la manière la moins coûteuse possible, c'est qu'ils soient mutualisables. Et quand ils sont mutualisables, en fait, ce que tu fais, c'est que chaque candidature incrémentale a un coût de 0, puisque en fait, les tests ont déjà été faits. En fait, en gros, tu fais des tests qui constituent la skills map du candidat, et ça devient vraiment sa manière de... Voilà. En fait, tu renverses le paradigme. C'est-à-dire que ce qui est pas génial avec un certain nombre d'acteurs du marché, c'est que tu te retrouves les tests émis par l'entreprise appartiennent à l'entreprise. Ce qu'on veut, c'est qu'en fait, ils appartiennent au candidat qui les a fait. Donc ça, c'est le premier truc. Minimiser le coût incrémental de chaque test. Et ensuite, une fois que vous avez sélectionné de manière pertinente la shortlist, rentrer dans des choses qui sont beaucoup plus hands-on, comme le peer coding, qui me paraît être la meilleure manière de fonctionner. Ok. Avant du coup de donner ton avis sur les troisièmes choses, donc sur les tests maison et les peer coding, du coup toi tu parlais de mutualiser, c'est ce que tu fais avec Solers et c'est la promesse que tu donnes à la fois aux candidats et à la fois aux recruteurs, c'est qu'en gros, si j'ai bien compris, tu vas avoir le candidat à faire qu'une seule fois ces différents tests, je sais pas, dans 4-5 langages de programmation, et ensuite du coup l'entreprise va récupérer les résultats de ces tests, si et seulement si le candidat est OK pour les partager. Mais du coup, en gros, le candidat, il fait qu'un seul test qui est applicable à X entreprises. Ça peut être 5, ça peut être 50. Et l'entreprise, elle n'a pas besoin de redemander du coup ce test-là. Et donc, du coup, tout le monde est content dans ce système. Ouais, c'est ça. En fait, notre envie, c'est de permettre au candidat de récupérer son temps là-dessus et que ce ne soit plus un frein pour le candidat de passer des tests. Donc, il ne droppe plus les fameux 5 sur 8. Il garde les 8 du coup. Ouais. Exactement. Il continue à envisager les 8. Donc, le candidat arrive, il déclare ce qu'il sait faire. Ensuite, on lui fait passer des tests pour valider ce qu'il sait faire. Et on met ça en accord avec les besoins, les required skills des entreprises. Donc, du coup, c'était une entreprise, tu as besoin de quelqu'un de senior en Java et en React. Et ben, seules les personnes qui ont validé Java et React peuvent postuler. Et dans ce cas-là, tu te retrouves effectivement avec ça. Donc c'est même une barrière à l'entrée que tu mets sur une annonce. Je sais pas, demain je mets une annonce, je veux quelqu'un hyper senior en React, quelqu'un qui n'y connaît pas grand-chose, il pourra même pas postuler parce qu'il a pas les compétences, sauf s'il arrive à avoir le test à un niveau senior, mais s'il n'y arrive pas, il pourra même pas candidater. On est d'accord? Exactement. En fait, le côté positif, c'est que ce côté filtre, donc tu te retrouves pas effectivement avec des gens qui n'ont pas le niveau requis. Et en même temps, tu as aussi le côté positif de ce filtre qui est, admettons que sur le papier, tu ne sois pas éligible et tu n'aurais pas été machin, là tu te retrouves avec quelqu'un qui a potentiellement validé ce niveau alors que tu l'attendais pas, et en fait tu le rencontres et tu te dis c'est vrai que je l'aurais pas pris sur le papier, néanmoins comme il a validé le test, en fait je vais discuter avec lui. Ok, intéressant. Du coup, tout le monde est content et moi je trouve ça bien parce que du coup, tu as une solution qui aide à la fois les recruteurs et les candidats. C'est rare, souvent, typiquement, il y a un truc pro-candidat ou des trucs qui sont pro-recruteurs et là, du coup, tu mets le meilleur des deux mondes ensemble et peut-être que du coup, tu créeras plus d'amour entre ces deux entités que sont l'entreprise et sont le candidat. Tu crées de l'amour. Ouais, exactement, c'est ça mon vrai métier, hein. Exactement. Créateur d'amour. Entremetteur professionnel. Merci pour ça, pour cette petite parenthèse. Troisième chose, du coup, on parlait de gens qui font des tests maison, donc qui conçoivent des tests. Tu dis quoi aux gens qui conçoivent des tests? En fait, je les invite à se poser la question du pourquoi, parce que dans 80% des cas que nous on a pu observer, ça se justifiait pas vraiment. Il y a plein de situations dans lesquelles ils l'ont fait sans trop réfléchir. Il y a 3 ans, ils ont gardé ce test et il fait un peu, mais c'est logique. Hein, t'as mille choses à faire en recrutement. Oui, c'est ça. T'as une espèce de, tu sais, changer les process, c'est quelque chose de super lourd. Donc juste posez-vous la question, est-ce que c'est vraiment la meilleure manière de faire? Sachez que ça fait non seulement c'est pas super accurate pour juger les candidats parce que dans 80% des cas ils ont trouvé votre test sur GitHub, et en plus il est probable que le ralentissement généré par votre process vous coûte beaucoup plus qu'il ne vous rapporte. Donc moi je leur conseille de changer cette approche effectivement. Ok, trop bien. Et qu'est-ce que tu dis enfin aux gens qui font du coup du pratique du peer coding? On garde pas, comment on fait? Si, le peer coding c'est vraiment génial. C'est quelque chose qui est encore une fois plébiscité par les candidats aussi, hein. Et nous c'est pas quelque chose on n'a pas la main dessus, nous, on n'agit pas là-dessus, mais on encourage vachement. La seule chose importante, c'est faites-le avec les bonnes personnes.
Vous pouvez pas le faire avec tout le monde parce que Ouais, si t'as genre 100 candidatures et que tu fais 100 fois 2 heures. exactement, Ça marcherait pas. c'est impossible. Donc trouvez en amont la manière la plus intelligente de sélectionner les personnes avec qui vous voulez en qui vous voulez investir ce temps-là, et ensuite faites-le bien 2 heures, 3 heures, même 4 heures parfois. Trop bien. Donc du coup, si je comprends bien de ce que tu dis, un process idéal, ce serait, t'aurais quelque part dans le process, t'aurais un pré-filtre qui serait fait sur les compétences. Donc du coup, notamment avec Solaire, c'est ce que tu proposes de mutualiser ça pour les candidats. Et ensuite, quelque part dans le process, plutôt vers la fin, du coup, t'aurais du peer coding. Est-ce que tu rajoutes des étapes? Et si oui, tu rajoutes quoi? Donc en gros, t'as 2 étapes qui sont des impondérables que tu peux pas enlever. T'as la sélection technique et t'as 2, le peer coding. Qu'est-ce que tu mets avant, après, en termes d'étapes humaines, par exemple, d'entretien? C'est quoi ton process idéal que tu recommandes? Le process idéal, c'est tu reçois des candidatures, tu es capable d'accéder à leurs tests avant même de commencer à discuter avec ces personnes, parce que là, tu as fait gagner du temps à tout le monde. Ouais. Toi, en tant que TAM, tu es hyper content parce que et tu peux même récupérer les tests si jamais. En fait, et d'ailleurs, dans les tests, un truc intéressant, c'est d'avoir des tests qui se lisent à 2 niveaux. Tu as le niveau TAM qui sont pas toujours des devs, qui sont même. Mais qui a le score au global, quoi. Ouais, exactement. T'as le score, et ensuite t'as un truc où, si jamais t'as un petit doute, t'es capable d'envoyer à ton hiring manager une shortlist en disant tiens regarde, il y a ces 3 là, j'ai un petit doute, qu'est-ce que tu penses des tests qu'ils ont fait? Et là le hiring manager il est capable de lire le code, de déterminer la manière dont le code a été documenté, etc. etc. Et donc là t'as gagné énormément de temps parce que toi t'as évité de faire 4 screenings de 20 à 30 minutes, et les candidats sont contents aussi parce qu'ils n'ont pas été appelés pour rien, pour ensuite avoir rentré dans une séquence de merci, la prochaine fois on regarde ton CV, c'est gentil. Et le truc intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'en fait, si du coup tu demandes à des gens, il y a des boîtes qui demandent dès l'étape numéro 1 de faire directement un test. Et du coup, en fait, là, ta première étape, c'est genre tu passes 1 heure, voire des fois c'est 2 heures de ton temps à faire un test. C'est comme si, je sais pas, on te demande d'acheter une maison et direct tu dois mettre un apport qui est 50% du montant. Personne pourrait faire ça, enfin c'est impossible. Là, du coup, tu demandes au candidat de faire la première marche, elle est presque inatteignable. Et du coup, forcément, les gens ils candidatent pas. Alors que là, du coup, ce que tu proposes, c'est qu'en fait, la première étape, le test il est déjà fait potentiellement par le candidat. Ou s'il l'a pas fait, du coup, il le fait, mais il s'en servira plus tard. Ouais, c'est exactement ça. En fait, c'est impoli. Avant de serrer la main de la personne, tu lui dis bon va bosser pendant 3 heures gratos. Et je te connais même pas encore et à tous les coups je te répondrai pas. Exactement, et j'ai même pas encore essayé de te séduire. Et en fait c'est impoli, surtout ça te fait un drop énorme dans ton funnel. Très bien. Donc étape 1 tu fais ce présélection technique, étape 2 tu ferais quoi? Étape 2, alors là, tu as 2 possibilités. Ou bien tu considères que côté TAM, ça dépend vraiment des situations. C'est-à-dire qu'il y a des situations dans lesquelles le TAM a vraiment un job de sales où il doit séduire le candidat dont il a pensé qu'il était un bon fit. Genre des marques employeurs pas folles ou des boîtes qui, comme je veux dire, des ESN, tu vois, sont pas les boîtes que les gens préfèrent, les candidats tech préfèrent. Ils préfèrent par exemple une startup qu'une ESN. Au global, c'est pas mon avis, c'est ce que les candidats disent. Donc du coup, là, faut que tu arrives à les séduire et donc pour ça, faut que tu te battes, quoi. Ouais, il faut que tu leur expliques quelle est ta différence. Donc typiquement, ce que tu dis est assez juste au global sur les ESN, même si nous on constate un grand succès des ESN en ce moment. Elles reviennent à la mode. Les startups se cassent la figure un petit peu. Là, alors on enregistre, on est sur début 2024. C'est pas la saison pour aller dans une boîte tech, quoi. C'est peut-être, c'est ça. En tout cas, c'est l'état d'esprit des candidats en ce moment. Donc c'est vrai que maintenant, les ESN, il y en a beaucoup. Et comment est-ce que tu fais pour te différencier? Il y a moins de marques employeurs, comme tu dis. Donc effectivement, il y a cette espèce sales où c'est quasiment, voilà, le rapport est inversé et donc ça, si c'est ta situation, il faut le garder. Et ensuite, tu passes directement chez hiring manager, et ensuite, moi ce que j'aime bien, c'est un collectif qui est là pour juger le fit. Donc tu mets 2-3 collègues, par exemple un collègue de la même team, de la même squad, et un futur collègue d'une équipe connexe. Et ensuite, tu as le dernier entretien de closing ou dernier call de closing avec le TAM. Ok, trop bien. T'as fait tout le process et du coup, ça suffit à soi-même, tu penses? Moi, je trouve que c'est suffisant. Ouais. Okay. Et sachant que, pardon, dans le hiring manager, j'ai pas précisé, le hiring manager, en fait, c'est un entretien technique pour moi. Et cet entretien technique-là, si jamais, surtout si t'as pas de peer coding, tu vois, encore une fois, parce que là, on est en train de parler des ESN, il y a rarement du peer coding chez les ESN parce que c'est assez coûteux. En fait, ce que tu fais là, c'est que tu récupères les tests que la personne a déjà fait et tu construis par-dessus. Et plutôt que de faire un entretien technique vraiment ad hoc, pour 2 raisons. Pour toi, c'est beaucoup plus intéressant en tant que hiring manager. Et les candidats, ils adorent ça.
parce que ça leur permet d'être beaucoup moins stressés. Ils Bien savent sûr. de quoi on va parler. Ils ont déjà une espèce de base de discussion qui est assez cool. Ouais, ils ont déjà passé du temps dessus, donc ils savent expliquer ce qu'ils ont fait, et c'est beaucoup plus simple en effet que partir de zéro, de tableau blanc, et vas-y, écris, fais-moi de l'algorithmie. Tu sais qu'il y a des candidats qui se passent des listes de boîtes, de blacklist de Bien de sûr, boîtes qui bah, font ça, évidemment. T'en as en plus, c'est vraiment des fois abusé, et des boîtes qui souvent en fait sont assez jeunes, et t'as des fois des gens qui se disent en fait une mentalité, c'est un petit peu un peu de l'arrogance de dire les gens ils doivent mériter de venir dans ma boîte, et donc ils doivent mériter d'avoir fait déjà d'être invité pour faire le test, et du coup de me parler quoi, à moi, genre la top star, et t'as souvent ce problème-là. Donc là du coup ça vient le gommer. Est-ce que pour conclure là-dessus, t'as un avis général, des conseils généraux sur l'évaluation du coup des profils tech, voire même si tu veux faire une ouverture sur l'évaluation en général des candidats, qu'est-ce que tu as à dire aux gens qui nous écoutent, recruteurs, recruteuses, RH, dirigeants, dirigeantes, qui se disent mince, faut que j'évalue mieux mes candidats. Encore une fois, il faut construire ton funnel dans lequel tu mets ton évaluation de la manière la plus spécifique à tes sujets. Donc ne pas appliquer des recettes un peu standards parce que voilà, one size fits all, ça marche pas. Et je pense qu'il faut le gérer comme vraiment comme un funnel de vente limite SaaS ou e-commerce. Ouais. Et en te disant voilà, ce que je veux c'est avoir le plus de conversions, de bonnes conversions à la fin. Comment dire, l'évaluation, c'est mine de rien, malheureusement, c'est potentiellement un goulot qu'il faut réussir à ouvrir et Bien sûr. refermer de la manière la plus. Voilà. Donc, tu joues avec les 3 éléments dont on parlait tout à l'heure, à savoir, tu veux évaluer les bonnes choses, tu veux l'évaluer avec le plus de pertinence possible, et en même temps, tu veux faire peur au moins de bonnes personnes possibles. Et donc, en jouant avec ces 3 variables-là, c'est ça qu'il faut avoir en tête. Si jamais pour les personnes non dev, il y a un truc vraiment cool qui est, encore une fois, plutôt que de leur demander de faire quelques slides, ça va te prendre 3 heures, égale 20 slides, ça va te tuer ton week-end. Plutôt que de faire ça, tu leur dis parle-moi de ce qui te semble pertinent pendant 45 minutes, tu prépares quelque chose que tu veux, et en fait ça c'est vraiment génial parce que tu as même un méta-message qui est le choix effectué par la personne est un critère à évaluer en soi. Oui, c'est de la confiance entre guillemets, et que du coup tu laisseras demain peut-être de la liberté à tes salariés quoi. Ouais, et en plus de ça, vraiment tu regardes ce que la personne a choisi, ça c'est un message en soi. Et comment dire, mais par contre c'est un peu inconfortable pour les recruteurs en eux-mêmes parce que eux ils doivent switcher mentalement d'un sujet à l'autre, et ils n'ont pas juste une évaluation à faire sur toujours le même cas qu'ils vont voir tous les jours, etc. Mais ça c'est une gymnastique qui reste intéressante, et encore une fois sur les développeurs, essayer de passer par des éléments mutualisés. Les développeurs en ont vraiment marre de se taper un test par entreprise, ça c'est quelque chose qui revient vraiment beaucoup. Ouais. Grave. Trop bien, merci pour ça, et à ta conclusion j'en rajouterai une aussi qui est de mesurer ce qu'on appelle du coup le yield ratio ou le pass-through rate. En gros c'est le taux de passage d'une étape à l'autre, donc tu vas, admettons tu as 4 étapes, étape 1 à 2, quel est le pourcentage de gens qui passent de l'une à l'autre. Typiquement si c'est trop faible, donc je sais pas, si t'as que 10% des gens qui passent d'une à l'autre, c'est que ton test est trop compliqué. Ça c'est du vu dans plein de boîtes où personne passe le test mais ils sont contents, ouais mais c'est normal, ça doit être hyper dur. Et inversement, si t'es à 90%, 100%, c'est que c'est pas intéressant et que l'étape ne sert à rien. Tu vois, on avait un client où ils avaient un entretien RH avant la fin, et je leur ai demandé leur stat, c'était 100%. Donc 100% des candidats passaient l'entretien RH. Du coup, je leur ai dit pourquoi vous le faites? Parce que ça nous rassure, mais du coup si 100% réussit, ça veut dire que ça ne sert à rien. Intéressant. Et du coup, juste on a refait leur process, et en fait ils ont enlevé ça, et donc ils ont gagné cette heure-là. En plus c'était 1 heure en fin de process, donc ça servait pas à grand chose. Du coup, donc mesurer, et par rapport à la mesure que tu fais, prendre une décision pour soit ça peut rendre plus dur le test ou le rendre plus simple, soit c'est juste enlever une étape qui sert à rien, ou en rajouter une pareil si on n'a pas forcément les bons taux. Et ça, du coup, c'est avec ça que tu peux aller voir tes hiring managers et leur dire viens on change, et ta conduite du changement elle va être facilitée par les stats que tu vas pouvoir donner. Très très bon point, je suis d'accord. Je rajouterais même un truc, c'est de voir de temps en temps les gens qui ont été rejetés par ton test, et de creuser un peu avec eux et de comprendre si c'est des gens vraiment que tu voulais rejeter, ou si en réalité c'est ton test qui est mal formaté et qui rejette des gens que tu aurais bien voulu garder. Des faux positifs ou des faux négatifs. Merci pour ça. Comme tu sais, à chaque fin d'épisode Tam Tam, il y a les 3 questions qui reviennent. Les 3 questions, ça va être le contenu que tu aimes et que tu recommandes, la personne que tu aimes et que tu recommandes, et la série ou le film. On va commencer par le contenu. Est-ce que tu as un contenu un peu chouchou, que ce soit un livre, un podcast, un article, un livre qui t'inspire, lié au recrutement, ou même en général, un truc que tu veux partager aux gens? Un contenu. J'ai pas un contenu que je recommande.
j'ai vraiment des cycles et je switch Ok. de manière assez donc j'ai pas un contenu. Ce que j'aime bien faire, ce que je recommande, du coup, je suis désolé, c'est vraiment à côté de ta question. T'inquiète, aucun problème. C'est d'éduquer l'algo de YouTube, par exemple. Moi, je fais ça de la manière la plus consciente possible pour ne pas le subir et du coup, de temps en temps, je me concentre à aller me dire les sujets qui m'intéressent en ce moment, c'est ceux-là, et je vais aller faire beaucoup de recherches dessus, Regarder cliquer, des vidéos en lien. favoriser, Ouais, télécharger ok. des vidéos, de telle manière à ce que je me tape au moins un mois d'inertie pendant lequel l'algo est shapé sur Trop bien. ce qui m'intéresse. Ouais, c'est vrai que YouTube, il y a plein de choses que tu peux aller voir. Enfin, c'est une source sans fond de connaissances sur les sujets en général, là, mais aussi du coup sur des sujets de business. Il y a de plus en plus d'influenceurs business, de gens qui créent du contenu de qualité. C'est incroyable. C'est ouf. Ok. Est-ce que tu as une personne que tu aimes, que tu recommandes en général à suivre pour du contenu ou même pour moi inviter sur le podcast? De la même manière que J'ai des cycles. non mais c'est vrai, et tu vois typiquement T'es un loup-garou en fait, genre en fonction de la pleine lune ou quoi. Ok. non, mais des personnes qui m'intéressent bien en ce Mhm. moment, et en fait c'est plus ce qu'ils représentent que eux-mêmes intrinsèquement, c'est la nouvelle vague de youtubeurs justement qui sont hyper jeunes, qui ont tu vois, des gens comme Micode ou J'étais sûr quand tu l'as laissé. C'est vrai. Tu as décrit Micode. Dans ma tête, il était là. Genre, je l'imaginais en train de faire son truc là sur comment tu peux trouver tout et n'importe quoi sur des disques durs, etc. Genre, ok, très mais bien. tu vois, ou même Hugo Travers de sur Hugo Dacry. Ouais, c'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. C'est-à-dire que quand tu les compares à des médias plus traditionnels, t'as une espèce Ils sont de beaucoup plus quali, beaucoup plus efficaces. la satisfaction Ouais. sur la manière, à la profondeur avec laquelle ils vont sur les sujets. Tu sais, Bien sûr. des fois, tu regardes tu vas regarder un reportage, tu vas te dire, tu vas être hyper frustré parce qu'ils vont commencer un sujet, ils vont pas aller au bout, etc. Alors que là, vraiment, Ouais, il couvre tout. moi, je suis, Avec des formats courts, enfin genre tu vois Hugo, ces formats ils sont incroyables et c'est même un entrepreneur génial, tu vois, genre le mec pour l'âge qu'il a, je crois que d'ailleurs il était dans les Forbes 30 under 30 ou je sais pas quoi, mais c'est logique, tu vois, genre il a commencé étudiant à créer du contenu, tu sais, à l'époque c'était Radio Londres pendant les élections, enfin un peu le côté un peu hacking du truc. Ouais. Et ça marche trop bien, il a une communauté de malades auprès des jeunes et moins jeunes. Enfin, genre t'as des gens que je connais qui ont 40-50 ans qui me disent ouais j'écoute ça, tu vois, alors que la cible à la base c'était les ados, tu vois, les plus jeunes. C'est incroyable, franchement. Ah, c'est ouf. Ok. Et dernière chose, une série ou un film que tu recommandes avec un lien en rapport ou pas avec le recrutement ou l'entrepreneuriat, un truc qui vraiment t'inspire et que tu aimerais partager avec les gens. Non, c'est drôle. En fait, on en parlait tout à l'heure, mais c'est un film. Tu vois, on parlait de Dune. En fait, Dune, c'est pas très original parce que j'ai vu que c'était, je crois, le livre de science-fiction le plus lu au monde. Ouais, ça m'étonne pas. Ouais. Et c'est le premier bouquin un peu long que j'ai lu Ok. en tant que gamin. Très Et bien. en fait, ce que tu réalises, c'est que ça a un lien très 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 fort avec notre monde. T'as tout un tas de parallèles qui se vérifient. Bien sûr. Je suis extrêmement fan de ce bouquin. Ça a été le premier jeu de stratégie auquel j'ai joué aussi. Je pense que tu connais pas ce jeu. J'ai jamais joué au jeu Dune, non. Je sais qu'il y en a un, mais j'ai jamais joué. Il est vraiment à l'ancienne. S'il y a des gens qui n'ont pas lu Dune, faites-le. Bon, il y a 6 tomes, mais c'est vraiment cool. Ok, trop bien. Écoute, merci pour ces recos. Pour les gens qui ne savent pas quoi regarder ce soir ou ce matin ou cet après-midi, en pleine nuit, s'ils nous écoutent en pleine nuit, n'hésitez pas à écouter la reco de Yacine et à aller lire Dune. Ça peut aider à dormir, hein. Je pense que si t'es à 3h du mat, c'est un truc qui te fait tourner les pages, mais quand même. Merci pour tout ça, merci d'être venu. Merci beaucoup Yacine pour ton temps. On peut te retrouver sur LinkedIn principalement si on veut suivre ce que tu fais. Ouais. LinkedIn, très bien. Trop bien. T'es pas encore devenu youtubeur, influenceur tech? Non. Pas encore. Ok, Non. très bien. Merci Yacine, je mettrai ton lien évidemment LinkedIn en description. C'était un plaisir d'avoir tous tes insights, tous tes tips, ce que tu peux donner pour des gens qui recrutent et qui vont évaluer des profils tech. Merci à toi et passe une très bonne journée. Merci Léo, c'était très cool. À bientôt. À plus. Tu es arrivé au bout de l'épisode. Merci et bravo. Merci parce qu'on met du temps et du cœur à faire ce podcast avec tous mes invités. Donc en écoutant jusqu'au bout, ça fait grave plaisir. Bravo, car en écoutant Tam Tam, tu progresses dans ton recrutement, tu fais de la veille, tu challenges tes pratiques et ça, c'est vraiment chouette. Et si tu veux aller encore plus loin et te former avec Blendy, tu sais où me trouver. Maintenant, si ce podcast te plaît, tu sais ce qu'il te reste à faire. En parler au monde entier et faire des t-shirts à mon effigie. Non, on va pas aller jusque là, mais 3 choses que tu peux faire. Premièrement, aller mettre une bonne note sur Apple Podcast ou Spotify. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Deuxièmement, tu peux en parler autour de toi. Et 3, tu peux envoyer un petit mot doux à l'invité du jour si tu l'as trouvé pertinent. Je suis sûr que tu feras des heureuses et des heureux. Allez, à très vite pour un nouvel épisode de Tam Tam.